Les plafonds peints, on en trouve dans tout l'arc méditerranéen, jusqu'à la Toscane, jusqu'à la Sicile. On va remonter vers le nord jusqu'à l'Auvergne, jusqu'au Lyonnais, pour ce type de plafond et de décor. On trouve ces plafonds dans des bâtiments qui, de toute façon, appartiennent à l'élite. Où l'élite ecclésiastique et laïque nantit de pouvoirs seigneuriaux de domination, et ensuite dans des maisons de riches marchands qui partagent les mêmes goûts et les mêmes valeurs que l'aristocratie. On y trouve du bestiaire, on y trouve à l'intérieur de ce bestiaire des animaux réels et des animaux qu'on croyait réels mais qui étaient quand même fantastiques. On y trouve aussi l'hybride qui incarne au Moyen-Âge l'être humain pris entre corps et âme. Et puis on y trouve, et c'est peut-être ce qui rend ces plafonds les plus attachants, beaucoup de scènes de la vie quotidienne. Ils sont narratifs. Ces peintures représentent toute la vie. Et c'est pour ça que c'est un corpus d'images absolument extraordinaire, parce que proche des valeurs et des intérêts quotidiens. L'attention, par exemple, aux costumes, qui est si précise que on peut dater à la décennie près les costumes qui sont représentés sur tel ou tel plafond. Alors, ça, c'est la partie la plus extérieure, mais par ailleurs, il y a toute la signification profonde qu'on a du mal à décrypter. Très souvent, on se trouve devant le plafond et on se dit « mais quel sens ça a ? Qu'est-ce que le commanditaire a voulu ? Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que le peintre a voulu représenter ?» Il y a un moment dans l'histoire occidentale où les images sont rentrées dans les maisons, on commençait à les habiter et à vivre avec les gens qui vivaient dedans. Et ce moment-là, il arrive au XIVe, XVe siècle. C'est une espèce de mode qui dure un siècle, un peu plus, qui vise à représenter le quotidien. Et ça, c'est une source incroyable pour les historiens, puisque au lieu de représenter des figures religieuses ou alors des figures littéraires ou antiques, on va essayer de mettre en scène ce que l'on considère comme étant son quotidien. Et puis, ces images disparaissent à la Renaissance, puisque là, il y a un décor qui est inspiré de l'Antiquité qui se met en place et qui évacue toute cette tradition qui visait à représenter son quotidien. Alors là, pour le coup, on a une datation précise, puisque on voit qu'à la fin de la restauration, le restaurateur a dessiné un petit graffiti avec une dédicace à Francette pour la vie, mai 1951, avec un cœur et une flèche. Il y a des petites retouches qui ont été faites ici, dessus, ouais, qui sont en jaune et qui viennent combler les éclats qu'il y avait dans la peinture. Donc là, c'est un premier type de restauration, mais qui est assez fine ici, que du sol on ne voit pas du tout. Et au-dessus, on a là pour le coup une invention totale des années 50, qui est en fait une copie plus ou moins de ce qui est en dessous, mais une copie très grossière. Oui, c'est pas le même tracé. Pas du tout le même tracé. Et du coup, la question est de savoir, est-ce que la personne qui a fait la copie au-dessus
est la personne qui a fait les restaurations en bas. Ça, c'est le même jaune que celui qui est au-dessus. Oui, la couleur est un peu pareille. Là en haut, on voit que la tonalité est un peu plus foncée, un peu plus saturée. Mais je pense que c'est parce qu'il a travaillé ses couleurs. En fait, il a essayé de faire des effets d'ombre. Et là, il a mis plus de blanc. Donc, mais ça a l'air d'être enfin, vu d'ici, ça a l'air d'être la même chose. En haut, là, c'est un bon endroit, parce que bon, ça gêne pas la lecture. Il y a déjà un trou, donc par ici aussi, ça peut être bien. Et là, du coup, tu vas prendre un endroit où il y a du noir et le jaune ou Oui, je pense que je peux essayer de prendre un peu les deux. Ok, super. De toute façon, je peux prendre à plusieurs endroits et après, sous le microscope, je sélectionnerai le fragment. Le tout, c'est de ne pas les perdre. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on est ici dans la résidence d'un archevêque, mais on ne trouve aucune représentation religieuse, mais par contre de très nombreuses scènes guerrières. Là, on est face à un ensemble qui est assez exceptionnel, parce qu'on a deux closoirs qui représentent deux villes. Et sur le corbeau, la scène se prolonge, ce qui est très rare, avec une machine de guerre et des fantassins qui sont en train d'assiéger visiblement cette ville dont un homme chute. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ici, c'est une forme de guerre qui est non noble qui est représentée, et pas des affrontements entre chevaliers dans des tournois comme on trouve souvent sur les plafonds. Et donc le message porté par ce plafond est vraisemblablement plus politique que religieux. Puis confirmer les choses à plusieurs reprises, dans plusieurs espaces entre vous. Ouais. Supposons, on construit la charpente avec des closoirs bêtes et méchants, pas décorés. Et puis plus tard, on se dit, ce plafond, on veut le mettre en scène, on veut le mettre en décor. Et on les enlèverait. Alors, est-ce qu'on les change à ce moment-là? On ne peut pas les enlever. Non. Ils sont pincés entre les poutres, dans les encoches, donc on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever, même par en haut, quoi. Ou alors il faut tout lever le sol, tout le sol, les planches. Tout le plancher, voilà. toutes les planches, tous donc les mérins du ça dessus. paraît très compliqué. Il est plus simple de monter un échafaudage et de les peindre depuis l'échafaudage. D'accord. Ouais. Donc, pour le moment, votre hypothèse, c'est que dans l'état actuel de l'observation, les closoirs ont plutôt été peints in situ. Oui, sur quelques-uns. Donc ça, c'est très angoissant, parce que ça veut dire que même si on trouve la date par la dendro des poutres, ça ne date pas le décor. Non. Zut. Non, ça ne date pas le décor. Voilà. La dendrochronologie ne permet pas de dater précisément la confection du plafond. La dendrochronologie se contente de dater l'année d'abattage des arbres dans lesquels les pièces ont été débitées. Pour dater par la dendrochronologie, il faut faire des prélèvements sous forme de carottage, afin de recueillir toute la série de cernes qui a été élaborée par l'arbre au cours de sa vie. Cette série de cernes présente des épaisseurs variables d'une année à l'autre, en fonction des conditions climatiques locales. Les bonnes années, le cerne est large, les mauvaises années, le cerne est très mince, et cela constitue des séquences irreproductibles dans le temps. Tous les arbres d'une même espèce qui sont soumis aux mêmes conditions climatiques réagissent sensiblement de la même façon et vont présenter de véritables repères chronologiques pour les mêmes années climatiques. On acquiert donc des séries temporelles, des séries chronologiques que l'on va corréler mathématiquement pour essayer donc d'identifier des séquences de cernes caractéristiques. On a donc une concordance mathématique qui est attestée par une concordance visuelle
Quand on compare les courbes d'accroissement de la référence en bleu avec le plafond narbonnais en rouge, concordance visuelle qui est attestée par le fait qu'on retrouve les mêmes années affectées par des cernes très minces, aussi bien sur la référence que sur le plafond peint de Narbonne. Donc la synchronisation nous permet de dater à l'année près l'année de formation de chaque cerne et de déterminer que la chronologie narbonnaise finit en 1209. Compte tenu qu'on a sans doute perdu quelques cernes liées à l'équarrissage, on peut envisager une phase d'abattage dans le premier quart du XIIIe siècle. Par le biais des analyses, on va rentrer dans la matière. Donc on va avoir une observation en fait sur comment se succèdent les couches et avoir une information sur la qualité de la couche. Si elle est épaisse, si elle est fine, si le peintre a rajouté un diluant, s'il a utilisé tel quel. À Narbonne, en fait, on a des couches picturales qui sont épaisses. On a des pigments qui sont grossièrement broyés. Là, par exemple, ici, on a un grain qui provient d'un minéral naturel qui est très très gros en fait. Normalement, les grains ils sont inférieurs à 10 microns, donc c'est très grossier. Là, on a la stratigraphie de l'échantillon qui a été pris sur un des closoirs original de Narbonne. Donc sur la couleur en fait claire du corps du fauve, on a donc en surface ici on a un vernis, puis la couche blanche du corps, le pigment c'est du blanc de plomb, et en dessous le fond en fait qui est composé de deux couches superposées, donc une couche orange et une couche rouge qui a une texture un peu transparente. Ça, c'est un pigment lac. Donc, il a une couleur rouge, mais on va avoir le fond orange en transparent. Donc, on va avoir un jeu de nuances des couleurs, en fait, par cette superposition et des effets aussi, parce que le pigment lac a une certaine brillance. C'est un pigment qui est importé d'Asie. Ça veut dire qu'on a des routes commerciales aussi qui viennent d'Asie. Donc c'est tout de même un pigment qui a été très utilisé, mais bon, il ne se trouve pas sur toutes les peintures murales. Pour ce plafond de Narbonne, on n'a pas arrêté d'avoir des résultats complètement surprenants. Peut-être que sur chaque plafond qu'on étudierait à fond comme ça, on aurait aussi ce type de surprise. La première surprise, ça a été d'abord les repeints que personne n'avait vus jusque-là, des années 1940 à 50. Ensuite, deuxième surprise, la dendrochronologie, date d'abattage des poutres complètement inattendue dans les toutes premières années du XIIIe siècle. Si le plafond date de cette époque-là, c'est probablement le plus ancien de la France méridionale. Ce qui était complètement inattendu, jusque-là il était daté du XIVe siècle. Ensuite, autre surprise, les pigments. Tout indique que les pigments sont assez communs, sauf que tout d'un coup, au milieu de la couche, il y a un pigment extrêmement coûteux. Et enfin, donc, pas mal de discussions, même si on est monté nombreuses fois sur un échafaudage pour aller voir de près, sur la structure de la charpente. Donc, on a des résultats et ils sont si surprenants qu'on a encore envie de confirmation pour être bien sûr de nous. Là, on ne se rend pas tellement bien compte, mais on voit quand même. La poutre centrale, elle a les armoiries des Harcourt et de l'église de Narbonne, et c'est la poutre centrale. C'est une salle qui était une salle plus privée. Donc, les armes, elles sont à l'intérieur de la salle d'apparat, puisque là, on est sous on est à l'endroit de la cloison.
Et directement à l'entrée, quand on entre dans cette salle, Tout le monde, voilà. la première chose qu'on voit, c'est les armes des propriétaires. Depuis quelques années, on découvre des centaines, voire des milliers d'images complètement inédites qui bouleversent complètement notre compréhension. Donc c'est un sentiment jouissif de découvrir toute une série de choses dont je pensais que c'était réservé aux archéologues du 19e siècle et que notre génération ne connaîtrait jamais ça. Parmi les décors les plus remarqués à Capestan, il y a cette poutre qui figure les danseurs, admirablement composée, avec au centre les 2 closoirs qui représentent les musiciens et de part et d'autre des couples. Alors, on l'a d'abord interprété comme représentant un bal. C'est pas ça, parce que c'est un seul et même couple qui évolue comme dans une bande dessinée. Donc c'est vraiment l'histoire d'un couple, la représentation d'un couple. Et ce couple, il est vu, il est en fait juste au-dessus de la cloison qui fermait la salle d'apparat, et c'est ce que voyait l'archevêque quand il était assis devant la cheminée. Il avait donc cette vision du risque de la vie courtoise, des dangers qu'il faisait courir au couple, et en même temps, toute une partie du décor de Capestan, c'est une mise en gloire du couple, hein, de ce qu'il représente comme stabilité, comme manière de créer son salut et de vivre dignement. Comme d'autres plafonds, ce plafond de Capestan comporte un bestiaire important, enfin beaucoup d'animaux qui sont représentés, et beaucoup d'oiseaux, comme d'ailleurs à Narbonne. Et l'une des questions qui se pose, c'est de savoir si les oiseaux sont là parce qu'il y a l'étang tout proche et qu'il y a donc un répertoire d'espèces d'oiseaux extrêmement présents aux yeux des personnes, donc dans une perspective en quelque sorte naturaliste, ou si au contraire l'oiseau est là parce qu'il est conçu au Moyen-Âge comme représentatif du clergé entre la population et Dieu. Et donc, comment faut-il lire ces oiseaux? Est-ce qu'ils sont là à cause de l'étang ou à cause du clergé, ou les deux?